Welcome back. We are still at CERN and it's the CERN Researchers Night. Thank you for staying with us, and we are now switching to French because CERN is in Switzerland and French and English are official languages. And we are now avec Dominique Bertholat. Dominique, bonsoir. Salut, ça va? Ça va très bien, merci, c'est une belle nuit. Hein. Magnifique. Alors Dominique, qui es-tu, que fais-tu au CERN? Alors mon nom est Dominique Bertholat, de formation je suis informaticien et je travaille dans le groupe communication, éducation et principalement avec le service des visites. D'accord. Et où sommes-nous en ce moment? Alors nous sommes dans une de nos salles de conférence. On a un large public avec nous ce soir. Bonsoir. Bravo, merci. Bonsoir. Magnifique. Et on est là pour s'amuser un petit peu et voir quelques phénomènes, quelques expériences de physique. Je sais pas. Très bien, on va voir ça. Ouais. Vous qui nous suivez en ce moment sur Facebook, n'hésitez pas à partager, à faire un share, à faire des likes, à envoyer des cœurs ou tous vos commentaires. Vous pouvez aussi envoyer vos questions. On les reçoit et on en prendra quelques-unes et on y répondra du mieux qu'on pourra. Si vous me voyez regarder mon téléphone pendant cet événement, c'est pas parce que je regarde mes messages, c'est parce que les questions arrivent sur mon téléphone. Voilà. Donc n'hésitez pas, envoyez vos questions. Dominique, okay, très bien. Il se passe des fois des drôles de choses dans l'univers, et puis même beaucoup plus près de nous. Et même au CERN, effectivement. Même au CERN, tout à fait, tu as raison. au CERN, oui. Mais est-ce que tu aurais un ou deux phénomènes étranges à nous montrer là? Alors, les physiciens, je vois qu'il y a des choses sur ta table. Oui, tout à fait. Les physiciens s'intéressent justement à tous ces phénomènes qui se passent très loin de nous, mais très proches aussi, hein, au cœur de la matière. Donc là, j'ai un phénomène que je peux peut-être démontrer. S'il te plaît. On va essayer de voir si ça fonctionne. Je vais te tenir le micro. Comme toute expérience, il y en a qui fonctionnent du premier coup, d'autres pas tout à fait, mais on va voir. Nous sommes en live, hein, donc on va le faire en vrai. C'est live, on va essayer de la faire fonctionner. Le public qui est ici voit ce qui se passe de plus près parce qu'on a une caméra qui projette sur l'écran là derrière. Oui, tout à fait. Merci pour le micro. Voilà. Alors, cette manip, j'ai un tube de plexiglas d'1 mètre de long et un deuxième de cuivre, sensiblement les mêmes dimensions. Ici, c'est un aimant. Donc, vous savez tous ce que c'est un aimant. Vous avez joué avec les aimants sur le frigo, etc. Oui. Bon, voilà, il a une forme sphérique. La question que pourrait se poser un physicien, c'est qu'est-ce qui se passe si un aimant tombe dans un tube comme celui-là? Il tombe. Bon, il tombe. Voilà, c'est très bien. On a des modèles, mais on va essayer de faire l'expérimentation. Allons-y. Il y a les outils pour faire les expériences. Donc, je lâche l'aimant, on va voir si tu arrives. Je me recule un petit peu. Méfie-toi. Ouais, vas-y. On sait jamais. Il est tombé, je l'avais dit. Oui. Bravo, c'est bien. Même question. Cette fois, un tube de cuivre. Alors, peut-être à vérifier que l'aimant ne s'attache pas sur le cuivre. Hein. Le cuivre n'est pas magnétique. Les aimants accrochent sur le fer. Tu peux nous montrer que c'est un vrai aimant quand même? Oui, je vais te montrer que c'est un vrai aimant. Voici un marteau en fer. Non, ce n'est pas pour donner un coup. Là, voilà. C'est un vrai aimant. Et il est plutôt une bille magnétique. Celui-ci. Ouais, c'est une bille magnétique. Alors, on va laisser tomber l'aimant dans le tube en cuivre. Même question. Qu'est-ce qui se passe? Il va tomber. Il va tomber. On y va. Alors, on donne le top départ. 1, 3, 2, c'est comme à la NASA. 3, 2, 1, top. Top, partez. Je l'ai lâché. Alors, il y a un truc. Waouh. Il a mis 10 secondes, enfin j'ai pas compté, mais il a mis un certain temps pour arriver. Pas loin de 10 secondes pour faire la chute dans ce tube-là. Tu penses qu'il y a un truc? Tu veux peut-être vérifier? Alors, je peux vous certifier que ce tube est vide. C'est un tube en cuivre vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas une chicane, il n'y a rien. Mais c'est très étrange. Et voilà. Alors, le phénomène. La chute d'un aimant dans le cuivre va générer du courant électrique, va induire du courant. Ce courant électrique circule dans le cuivre, qui est un bon conducteur, et à son tour, ce courant qui circule dans le tube crée un champ magnétique opposé à celui de la direction du. Donc ce courant va freiner, retenir la bille magnétique. Et par le coup, en aimant. Et du coup, ça va freiner la bille. C'est pour ça qu'il lui a fallu pas loin, vous avez vu, hein, près d'une dizaine de secondes pour que la bille atteigne notre. Et quand un physicien voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est content parce qu'il s'est dit voilà, il a vu quelque chose d'étrange. J'ai trouvé quelque chose qui aide. Alors, après, il se dit, mais ça pourrait être utilisé dans les accélérateurs de particules, par exemple. Et autour du LHC, le grand collisionneur LHC, eh bien, les physiciens doivent guider les protons, puisque ce sont des protons qui sont accélérés
pourra à la fin être collisionné. Donc le LHC, c'est cet accélérateur de 27 km qui est quasiment sous nos pieds. Là. Pas très loin. Pas très loin, ouais. Pas très loin, à quand même 100 mètres de De profondeur. profondeur, Quasiment, mais au niveau, tout à fait. on est Voilà. presque au-dessus. On est presque en dessus. Et donc, il s'agit de guider ces protons pour qu'ils fassent la circonférence et qu'ils utilisent bien la bonne trajectoire. Donc, tout autour du LHC, il y a des aimants, des gros aimants supraconducteurs. Je pense qu'il y a peut-être eu l'occasion d'en parler de la supraconductivité. On n'a pas vraiment parlé de la supraconductivité, mais on peut retrouver beaucoup de choses. Il y a une question qui vient de Facebook. Est-ce qu'on peut retrouver sur le web les manips et comment le mode d'emploi et la liste du matériel pour faire ce genre d'expérience à la maison? Oui, on est en train d'écrire le document, on est en train de finaliser. Ça vient. Donc, sur le site, Ça vient. sur le site web, Alors, quel site web, donc du CERN. CERN.ch. CERN.ch. Et puis on va mettre ce document avec quelques-unes. On a décrit une dizaine de. J'ai des expériences qui sont complètement Alors, safe à la maison. Ah oui, c'est absolument. Il faut peut-être pas avaler l'aimant, c'est tout. D'accord, ça on peut faire. Mais on peut le faire avec des outils, avec des objets qu'on trouve à la maison. Tube de cuivre, on a ça. Pas forcément si long, pas forcément si grand. Un aimant, on en trouve. Ça peut se trouver assez facilement. Et voilà, vous pouvez impressionner vos amis, faire des démonstrations, montrer à papa, maman, aux parents, à la famille. Et puis expliquer le phénomène. Voilà, parce que qu'est-ce que fait un physicien quand il voit ça? Il se dit, il y a un truc quand même bizarre, la bille est freinée. Comment est-ce qu'il arrive à découvrir et à expliquer le phénomène? Absolument. Parce que de le découvrir, là on vient de le voir, c'est assez simple de le faire, mais expliquer après c'est autre chose. Ça peut, oui, effectivement. Et après, ça peut prendre quelques décennies avant qu'on arrive à tout. Là, ça par exemple, ce qu'on vient de voir, ça a pris combien de temps? Ça a pris plus d'une quarantaine d'années. 40 ans pour expliquer pourquoi cet aimant qu'on a juste lâché arrive 10 secondes plus tard. Il y a plusieurs physiciens qui s'étaient mis sur ce sujet-là, qui ont testé. Ça n'a pas toujours marché du premier coup, et puis tout d'un coup, ça a été mis en évidence. Le métier de chercheur est fait de longues nuits. C'est longue nuit, longue journée, c'est longue haleine. Il faut être patient pour être physicien. Absolument. J'ai l'impression qu'on a encore des questions. Il y a d'autres questions? Ouais, alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur. Magnifique. Bonjour. Il faut répéter la question pour les gens qui nous écoutent sur Facebook. Oui. Est-ce que le phénomène dépend de la taille de la bille, c'est ça, hein, ou de la vitesse de la bille si on la lance dans le tube? Voilà. Plus l'aimant est fort, est-ce que ça change quelque chose? Alors effectivement, c'est plutôt le champ magnétique, la force de l'aimant lui-même. La taille, ça n'a pas beaucoup d'importance, pour autant qu'il puisse passer dans le tube. Mais c'est effectivement le champ magnétique. Plus l'aimant sera fort, puissant, plus ça sera lent pour la chute. Ouais. Une autre question dans la salle. Est-ce que c'est possible que l'aimant ne descende pas du tout? Alors non, ça c'est pas tout à fait c'est pas possible effectivement, parce qu'il y a la force de gravitation. Donc il y a la gravité qui est quand même supérieure au champ magnétique. Et voilà. À un moment donné, la bille arrivera quand même en bas, même si ça prend des années. Ça peut prendre peut-être quelques minutes, mais en tout cas, elle va arriver en bas. D'accord. On va prendre une dernière question dans la salle et après, je vous propose un autre phénomène étrange. Alors, alors je vais donner le micro comme ça. Facebook, vous allez pouvoir nous entendre directement. Comment dire? Je sais plus quoi dire. Quelle est ta question? Ça s'accroche. Est-ce que l'aimant s'accroche dans le tube, Dominique? Non, alors avant de le faire chuter, je vous avais vu, je l'ai approché. J'ai approché l'aimant du tube et vous voyez qu'il ne s'accroche pas. Le tube n'est pas magnétique. Donc que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, il ne s'accroche pas. Et le tube est lisse à l'intérieur, hein. Il n'y a, pas de rainure, il n'y a rien qui accroche. Absolument. Ouais, très bien. Montre-nous quelque chose d'autre, Dominique, d'autres phénomènes étranges. D'autres phénomènes étranges, mais néanmoins scientifiques quand même. Oui, tout s'explique par la science. Alors, écoute, je vais devoir lâcher le... Alors, je te tiens le micro. Te céder le micro. Merci. Je regarde si on a un téléphone qui vibre. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres types, une question de Facebook, merci. Est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres types de tubes? Alors, on a essayé avec le cuivre. Est-ce qu'on peut faire ça avec autre chose qu'avec du cuivre? Problème micro. Le cuivre, c'est ce qui convient le mieux. C'est celui qui réagit le plus. Avec l'aluminium, ça pourrait fonctionner également.
mais c'est beaucoup moins efficace. Hein. Donc, Donc, c'est plus spectaculaire et c'est plus efficace avec le ouais, cuivre. absolument. D'accord. Donc la prochaine surprise, ça va être Prochaine manip, vas-y. manip, ça va être. J'ai préparé une pile de 1,5 volts. Tu la regardes de près parce qu'elle n'est pas tout à fait normale celle-ci. À chaque extrémité, j'y ai posé un aimant. Donc encore une fois, voilà, les aimants s'accrochent à chaque borne de la pile. Pile 1,5 volt, ça vous pouvez avoir chez vous. Des aimants Moi, j'en ai aussi, chez moi des vous, piles vous d'un trouvez. 25, ouais. Voilà. C'est des AA. Et c'est la AA. Un bon groupe hein, de musique AA dans les années 80. hein. Absolument. Et j'ai pris un fil électrique, un conducteur électrique que j'ai torsadé, que j'ai enroulé autour d'un manche à balai pour faire cette spire. Donc ça, c'est un conducteur électrique. C'est les fils qu'on utilise dans les rallonges et autres. C'est un fil rigide quand même. Il y a des fils souples. Il est un peu épais. Un peu épais. D'accord. De manière à faire cette sorte de ressort. Donc je pose le ressort sur la table et je vais y mettre la pile équipée de ces deux aimants. Est-ce qu'on peut rallumer l'écran parce que pour que les gens ici puissent voir? Nous sommes en live sur Facebook, c'est la nuit des chercheurs au CERN. Il y a des aléas, c'est la technique, la technologie. Je ne sais pas pourquoi nos écrans en partie. Alors il faut que tu parles plus fort en plus. Et est-ce que... Alors je vais regarder pendant ce temps-là s'il y a d'autres questions sur Facebook. Donc vous avez retenu la première manip, un tube en cuivre avec un aimant sphérique. Alors ça c'est les rideaux qui s'ouvrent. Mais c'est une bonne idée d'ouvrir un petit peu parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Facebook, nous sommes en live depuis le CERN à Genève où la nuit tombe. C'est la nuit des chercheurs au CERN, vraiment. Tout peut arriver, tout peut arriver. Cette nuit est pleine de surprises. Et nous essayons d'allumer l'écran qui se trouve derrière. Voilà, magnifique. Bon, comme ça tout le monde peut voir. Vous êtes content? Bien joué Dominique. Bon, alors on revient avec notre pile et nos deux aimants. on revient avec notre haha et les deux aimants et notre spire électrique. Alors on y va. Tu veux bien me reprendre le... Alors, que fais-tu? Tu vois, vous voyez? Je vais mettre cet ensemble dans la spire. Regardez. Hop là. Oh mais non. Et on a une sorte de petit train, un petit train électrique. Non, il y a un truc sous la table. Non, il n'y a pas Non, de il y a truc. pas de truc sur la Ça table se passe tout sur la table, vous voyez. Donc la batterie se déplace à l'aide des deux aimants à l'intérieur de la spire. Hop là. C'est excellent. Donc on a une sorte de petit accélérateur. Alors, on a un petit accélérateur. Et, bon, alors le phénomène, il est assez simple à mettre en œuvre. Hein. Là Oui. aussi, vous pouvez le faire à la maison. Mais alors, encore une fois, le rôle du chercheur, le rôle du physicien et de l'ingénieur et de tous ses amis, c'est d'expliquer ce phénomène. Exactement. Alors que se Ouais, passe-t-il? exactement. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, en fait. Absolument. Ouais. Oui, oui. Alors, ici, en l'occurrence, on a le courant électrique de la batterie qui va circuler à travers les aimants et va boucler comme ça à travers la spire. Donc, le courant électrique, avec le contact des aimants sur la bobine, sur la spire, va circuler. Et dans cette spire va engendrer également un champ magnétique. Et ce champ magnétique va pousser de ce côté-là et tirer de ce côté-là. Parce qu'il y a un pôle plus et un pôle Voilà, moins. on a des pôles, on s'est arrangé d'avoir la bonne polarité de manière à ce que cet ensemble puisse avancer. Il avance parce qu'on a un champ magnétique qui repousse de ce côté et qui attire de ce côté-là. Donc bon, c'est un petit clin d'œil sur le LHC, puisqu'au LHC, on accélère les protons. Bon, Donc dans le LHC, on n'accélère pas des piles, on accélère des protons. On accélère des protons. Voilà, et pas avec des fils, pas avec des fils comme ça, avec des champs électriques, etc. D'accord. Et champs magnétiques pour guider, comme on a vu que le champ magnétique peut guider les particules. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres des questions dans la salle? Alors, j'ai pas de questions directement sur Facebook par rapport à cette manip. J'ai une autre question, alors qui est, on est en live et on va prendre quelques questions. C'est Baptiste qui demande combien de temps a-t-il fallu pour construire le globe qui est de l'autre côté de la route en face du CERN, que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Est-ce que tu sais, Dominique, combien de temps il a fallu? Pas tout à fait, parce qu'en fait, il a déjà été construit. Il a toute une histoire, ce globe. Oui, il a une histoire. Il a eu une première vie au bord du lac de Neuchâtel. Salut, hein, ouais, exactement. Moi, j'ai pas l'accent, mais tu le fais bien. Et puis, pour un événement en Suisse, un grand événement qui s'appelait Expo. L'Expo nationale suisse 2002. Tout à fait.
Et puis il a été démonté, transporté jusqu'ici au CERN et jusqu'à la place où il est actuellement. Et puis le réassemblage, reconstruction, je pense que ça a pris peut-être Quelques mois. pas loin d'une bonne année, ouais. tout ensemble. Quoi. Alors c'était un cadeau de la Confédération helvétique Exactement. pour fêter les 50 ans. Du CERN. 50, hein, c'est ça, les 50 ans du CERN. Voilà, et maintenant c'est devenu un C'est un lieu magnifique. d'exposition. Il y a une exposition permanente qui est ouverte tous les jours de la semaine ainsi que le samedi de 9h à 17h. De 10h à De 17h. 10h à 17h, c'est gratuit, vous pouvez venir sans rendez-vous. On vous invite à venir jusqu'à Genève et jusqu'au CERN pour visiter ça. Et puis il y a une partie supérieure qui sert à faire des expositions, des conférences, Des présentations. conférences. Et ce soir, pendant la nuit des chercheurs au CERN, des projections de films qui sont centrés sur la science, la recherche et aussi le CERN. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore peut-être encore une question dans la salle? Oui, on a une question ici. Je te passe le micro. C'est une question, c'est que la pile, elle doit être, on peut, si elle est déjà usée, on peut quand même l'utiliser pour faire. Oui. Est-ce que ça marche avec une pile déchargée, Dominique? C'est une très bonne question. Non, alors il faut qu'il y ait du courant. Donc on ne peut pas le faire avec une pile déchargée. D'accord. J'ai une petite réserve au cas où. Hein, Et la pile se décharge en faisant ça? Alors la pile se décharge puisqu'il y a du courant qui sort de cette pile et qui passe dans la bobine, là, dans la spirale. Mais bon, on peut faire quelques tours de petits trains, ça dure un certain S'amuser moment. longtemps avec ça. On peut s'amuser assez longtemps. Je vois que tu as un morceau du LHC en fait. Oui, Ouais. effectivement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors on a vu que c'était pas, on n'accélérait pas les protons dans le LHC avec des spires comme ça. Absolument. Mais là, tu as un vrai morceau du LHC. Exactement. Je te laisse en parler. C'est un morceau de câble avec lequel on a construit les aimants qui se trouvent autour du LHC pour guider les protons. Donc c'est un cas particulier, c'est un alliage de niobium et titane. Désolé pour. Ça sonne bien. Ça sonne pas mal. Normalement, les câbles sont faits en cuivre pour la plupart du temps. Nos rallonges, nos fils électriques sont en cuivre. Ce sont des bons conducteurs. Cependant, ils offrent une résistance électrique. Ils ne sont pas des conducteurs parfaits. Donc on a des pertes d'énergie, on a échauffement des câbles. Et à l'échelle du LHC, avec l'énergie qu'on a besoin pour accélérer, pour guider les protons, il nous faut des champs magnétiques intenses. Et pour ces champs magnétiques intenses, on a besoin de beaucoup de courant. Grâce à ces conducteurs-là, on met beaucoup de courant et on n'a pas de perte d'énergie. Donc on a des conducteurs, on appelle ça des conducteurs parfaits, des conducteurs supraconducteurs. Donc là-dedans, je peux envoyer tout le courant électrique que je veux, ça chauffe pas, ça... Certainement pas tout, mais en tout cas 12 000 ampères. 12 000 ampères, oui. D'accord. Alors bon, ça représente quand même pas mal de maisons d'habitation. Le plus gros fusible que j'ai chez moi, c'est 16. 16 ampères. 16 ampères. Voilà. Ça, c'est de la haute technologie en fait. Absolument. Ouais. Je sais pas si on le voit là. On peut le voir, oui. Ah ouais, absolument. Voilà. Alors, mais il y a quand même un prix à payer pour ça. Oui. Hein. Le LHC, lorsqu'il fonctionne et pour refroidir ces supraconducteurs, on doit le refroidir à moins 271 degrés. 271 pour... Soit 271 degrés. Moins 271 degrés Celsius. Oui. D'accord. Ils doivent être maintenus à cette température pendant toute l'opération, pendant tout le fonctionnement du LHC. D'accord. C'est ce qu'il faut, c'est la contrepartie pour avoir un supraconducteur, un conducteur parfait, sans aucune perte d'énergie électrique. Combien de temps nous reste-t-il avant de passer à la suite? Peut-être qu'on a une dernière question, dernière ou question. une petite manip avec le froid, si Une ça manip prend une minute. avec le froid. Oh, bon, on peut faire juste un tout petit 2 coup minutes, de- il nous reste 2 Il nous minutes. reste 2 minutes. Je prends. Alors, puisqu'on parle de cryogénie, on va voir un petit peu. Alors, on va pas être... c'est pas moins 271 degrés là. Hein. Non. Alors, Oh. ici, on a de l'azote liquide et la température de l'azote liquide, c'est moins 196 degrés. Moins 196 degrés. Donc, si je mets ma main là-dedans, Ah non, j'ai s'il plus te de main. plaît, Ouais, hein, je d'accord. préfère pas. D'accord. Alors, on va faire une manip avec Voilà. ce. Donc, les manips qu'on a vues tout à l'heure, on peut les faire à la maison. Celle-là, c'est un peu plus délicat. C'est un peu Alors, plus. c'est un ballon avec de l'air. Hein, Un ballon qu'on a gonflé avec une petite pompe, avec de l'air tout à fait, D'accord. de Qu'est-ce qui l'atmosphère. va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si on plonge le ballon dans l'azote liquide, à votre avis? Oui, on va. Dites-le haut et fort. Allez-y. Il va Exploser. Il va gonfler. Il va gonfler. Exploser. Il va diminuer en volume. Diminue. On a plusieurs options. Voilà. Gonfler, exploser, diminuer. Vas-y, Dominique. Allez, j'y vais. Je Vas-y, plonge, vas-y, je plonge le ballon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais peut-être lâcher le micro. Ah, je te tiens. Je te le laisse. Vas-y. Dominique n'a pas froid aux yeux. C'est- Ah, c'est à ça que sert la cuillère en bois. Voilà. Je me demandais. C'est pas pour tourner la confiture. Non. On n'a pas froid. Oh, mais il se dégonfle. On va essayer de vous jeter un froid. Il se dégonfle. Il se dégonfle. Ou alors il y avait. Semblerait. Alors on avait plusieurs options, hein, plusieurs choix. Non, Il y a- c'était pas il se dégonfle, c'était il perd son volume diminue. Le Ce qui est volume pas diminue. du tout la même chose. Voilà.
Parce que là, il est tout plat là maintenant. Hein. Il est tout plat, il semble être, complètement dégonflé. Mais Il est à la température de l'azote de l'azote liquide. liquide. On le ressort, on le laisse se réchauffer. Donc l'air qui est dedans se réchauffe. L'air qui est dedans se réchauffe. On entend bien. Faut juste pas qu'il explose maintenant. Alors en quelques mots, rapidement, qu'est-ce qui se passe, Dominique? Alors, un changement de phase. L'air qui est contenu dans le ballon, en refroidissant, est passé à l'état liquide. Donc tout ce volume d'air est devenu une goutte d'eau. D'accord, donc ça prend moins de place. Eh ben, forcément, et ça- vous avez le ballon se contracte. qui réduit. En réchauffant, cette goutte d'eau repasse à l'état gazeux. On a de nouveau les atomes et les molécules d'air qui commencent à s'agiter et remettre la pression dans le ballon. Donc chez l'azote, l'azote en gaz prend beaucoup plus de place que l'azote en liquide. Exactement. D'accord. Un litre d'azote, c'est environ un litre d'azote liquide, pardon, c'est environ 650 litres de gaz. D'accord. Wow. Donc une petite bouteille d'1 litre que vous réchauffez, il vous faut 650 autres bouteilles pour récupérer ce gaz. Voilà, pour donner l'idée. Très bien. Alors Dominique, un très 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 grand merci. Mais je t'en prie, merci Hein, Stéphane. Continue à faire ces expériences. On continue de faire quelques autres. Alors, on va maintenant, avant de retrouver Anna, qui se trouve maintenant dans l'entrée du microcosme, donc un des endroits où on peut visiter le CERN, c'est une exposition du CERN, une des deux expositions puisqu'on a permanentes et déjà le gratuites globe. du CERN, le microcosme. Avant de retrouver Anna, on va voir la première partie d'une interview du physicien, de l'astrophysicien Hubert Reeves, et qui lui aussi adore son métier et adore la physique. Restez connectés à Facebook, il y a d'autres events qui se suivent encore pendant une bonne petite heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Well, it's a long story. It started from my family, with my family. My family really had a cult for nature. The birds, the stars, all of that was highly considered. And I lived in this background of which would correspond to something more like today, but in this time it was already present in the family. We lived close to a very large lake in Canada, and nature was all around. And for me, it was really something that I loved, nature and curiosity, and I asked questions, and it became clear after a while that is what I wanted to do. That is what I would do all my life. The sentence that came to my mind at this time was that scientific research should be a good life. And it was natural for me to go to university, go in physics, nuclear physics, stars, cosmic evolution, all these problems bordering astronomy, philosophy, and all these things were always very appealing to me. And that's what made me a scientist, which I never regretted. Well, I will say something that I have seen in my life, which actually I dislike very much, and it was the fact that scientific knowledge was often used to defend poor cause. Namely, for instance, all these experts in sugar that tells you that sugar is okay with you, that smoking is okay with you, and so on. All these finance people who are defending these ideas. And for me, it was something that hurt me very much, that something which I considered as more or less like a vocation, namely do science, try to find new things, understand the world better, was actually used in this sense by people who just wanted to make money. So this is the thing for me that I dislike much, and I have tried to combat as much as I could. One thing which I did change my mind, when I was a student at Cornell University, the idea about the cosmos and the history of the world
was a theory which was very popular at this time, which was called the continuous creation, the creation of matter continuously, which has been propounded in particular by Fred Hoyle and Thomas Gold and a number of people. And at Cornell it was the idea that was accepted. This was around 1958 or something. In 1965 was discovered what we called the fossil radiation, the cosmic background. And that for me was contrary to what I had been taught and I thought was correct. And it took me some time and some reflection to understand that actually I had to change my mind, because the proof in favor of the Big Bang theory, which was already on the market since 1925 or so, but had very little evidence in its favor. This was the reason why I was skeptic about it. Je sais que c'est en français, mais je commence en anglais. Hein. J'ai pas de retour. J'ai pas de retour. J'ai pas de retour. Je start? Okay, welcome back. This is live. You know, we don't know if we're on live or not, but we are back. Et cette fois-ci, nous allons parler en français. It's a bit of a bilingual live tonight because we are a Swiss and French-speaking organization. Alors, je suis rejointe par ma collègue Julia Voigt, ici présente, qui est doctorante au CERN. Et justement, elle est en train de faire un quiz plutôt intéressant qui s'appelle Particle Identities, donc l'identité des particules. Alors, Julia est quand même un peu la génitrice, celle qui a eu l'idée de ce quiz. Donc, Julia, comment t'es venue cette idée de quiz? So yeah, I love to talk about particle physics. That's my job here in the Education, Communication and Outreach group. But it's really hard to talk to very young students about things you can't see and very, very abstract concepts. So we thought, okay, we need to have something they can hold in their hands and then we can maybe relate with. And so we said, okay, that would be fantastic to use the designs of the particle zoo and make particle badges based on this quiz. Voilà, donc elle a toujours aimé parler des particules, éduquer, parce que l'une des missions principales du CERN, c'est l'éducation, la formation justement. Donc elle a eu cette idée de personnifier un peu les particules pour pouvoir leur donner des sentiments ou des caractéristiques qu'elle a ensuite transcrits avec l'aide de Particle Zoo dans un quiz que vous voyez là. Et ce qu'on vous propose avec Julia, c'est qu'elle va prendre le quiz, on va vous montrer les questions et vous pourrez vous aussi jouer en ligne pour découvrir quelles particules vous êtes. Donc si on commence, Julia, ton questionnaire et c'est toi qui vas répondre aux questions. Donc vous pourrez voir comment ça se décline chez vous. Donc on va appuyer sur la langue française, exactement. Ça va. On a 7 questions. Alors, Julia, es-tu sociable? Tu as plein d'amis et adores les fêtes ou tu as quelques amis très proches mais parfois tu préfères être seule? Oui, j'adore les fêtes. J'ai beaucoup d'amis. Alors Julia adore les fêtes, c'est un boson déjà. Est-ce que tu es une charge électrique? Tu t'entoures d'équipements électroniques et ne passes jamais une journée sans ton téléphone? Ou parfois, tu n'utilises pas ton téléphone et ton ordinateur de la journée entière? Ah, j'ai beaucoup de téléphones. Elle a au moins 4 téléphones, donc on va dire qu'elle s'entoure beaucoup d'équipements. Donc elle a une charge électrique, effectivement. Positive ou négative, même face à un problème, tu restes optimiste, tu vois toujours le côté positif? Ou confronté à un problème, tu t'attends souvent au pire? Toujours positif. Toujours positif, fantastique. Donc elle a une charge électrique positive. Alors, est-ce que tu apprécies les couleurs? Rouge, bleu et vert doivent être vivement colorées pour tes habits. Et les couleurs vives t'importent peu et tu aimes le gris, le noir et le blanc. Non, aujourd'hui noir, mais normalement c'est beaucoup les couleurs. Elle adore les couleurs. Et vous voyez, elle parle français aussi, c'est fantastique. Donc voilà, et que fais-tu pendant ton temps libre? La formule du week-end est parfaite, télé, canapé, grignoter? Ou est-ce que tu bouges tout le temps, tu fais du ski, du vélo? Ou est-ce qu'une longue balade suivie d'un gâteau, tu aimes l'équilibre? Qu'est-ce que tu préfères? La télé. Oui, la télé, donc ça c'est télé. Voilà, donc son niveau d'énergie est plutôt bas. Voilà, et sa garde-robe est-elle stable ou instable? Donc tu sais qui tu es et ce que tu aimes porter, ton look n'a pas changé depuis au moins 3 ans, ou tu n'aimes plus les vêtements que tu as achetés il y a 1 an car ils ne reflètent plus ta personnalité, tu aimes essayer de nouveaux styles.
Je prends la première. Le premier, donc elle a pas beaucoup changé, une armoire stable, on va dire, une garde-robe stable. Donc elle est une particule stable. Et si ton ami te propose quelque chose, comment réagis-tu généralement? Tu dis directement ouais, excellent, je suis, tu es souvent pour, ou tu dis bof, je suis pas convaincu, tu es souvent contre? Yeah, I say yes. Elle dit oui, elle est toujours pour. Donc il existe des particules et des antiparticules, on va en parler. Tu sembles être une particule. Donc voilà, Julia wow. est une particule de la matière noire. Et ce qui est génial avec ce quiz ce soir, c'est qu'on est en train de fabriquer les badges des particules. Et Julia a la particule antimatter, ce qui est absolument fantastique. Donc justement, on parlait de particules et d'antiparticules. Tu peux nous dire, elles s'entendent pas? So there seem to be super many different particles, but actually we have really many rules, and we understand very well how the particles can interact with each other. And we also know, for example, that particles and antiparticles, they annihilate when they meet, so they become energy and can transform into new particles. D'accord, donc il y a une annihilation qui est tout à fait possible entre les particules et les antiparticules. Combien de particules existent-il? Oh, c'est une très bonne question. Et il y a les, for example, we have quarks. Quarks, We alors have les 6 quarks. different quarks and 6 anti-quarks, and then we have so-called leptons and anti-leptons. Many may know maybe the electron, which is really important for the cell phones and the tablets. Ah, donc les électrons sont très importants pour vos portables et pour les tablettes que vous utilisez. And so everyone who likes parties and has many friends, he or she might be a boson, another type of particle. Si vous êtes vraiment extraverti, vous aimez les fêtes, vous êtes peut-être un boson. Donc justement, ça nous amène au boson de Higgs, le fameux boson de Higgs qui a été découvert en 2012 ici au CERN et qui a permis à François Englert et à Peter Higgs de gagner le prix Nobel. Donc le boson de Higgs, quelles sont ses caractéristiques? Les bosons Higgs, we say, and it has a really high mass. That's why it was so difficult to find it in the particle Donc elle est très accelerators. très lourde, elle a une grosse masse, donc elle a été très difficile à détecter. Yeah, and it has spin. It's a spin. Elle spin, honnêtement, je ne sais pas, elle pivote. C'est ça le problème d'être franglais ici, c'est qu'on n'a pas toujours les réponses aux mots. And it only lives for a fraction of a second, Et and elle ne vit que pour une fraction de seconde. then it transforms into many different other particles. Et elle se transforme, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'une particule telle que le boson de Higgs va se transformer en des milliers d'autres particules. Et c'est ça tout le défi des chercheurs au CERN, c'est justement de pouvoir détecter cet instant précis où on va pouvoir prouver que ces particules existent. Et c'est ça justement, on parlait de matière noire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? La matière noire, dark matter. This is my favorite particle because we have no clue if it exists or not. Donc ils ne savent même pas si elle existe encore, c'est ça qui est fabuleux, mais ils ont des théories comme toute la physique. So this is why education is really, really important in CERN, because we need the next generation of physicists to help us find this type of particle. Donc voilà, elle explique que c'est justement pour ça que c'est très important de faire ces expériences au CERN et que les enfants, par l'éducation, découvrent un petit peu pour devenir la génération qui va tout comprendre sur la matière noire. Merci beaucoup Julia pour ce quiz. N'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup devant nous pour cette soirée Facebook Live CERN Researchers Night. Donc on va vous laisser avec encore plein de choses. On vous dit à tout à l'heure pour le grand final après Paola qui va parler au Globe. Merci et à tout à l'heure. I like physics because you're trying to answer big questions about the universe and about why it is that things are the way they are. You don't answer that question from one day to the next. Actually, you're lucky if you get an answer to that kind of question once in a lifetime. But from one day to the next, you do answer smaller questions. And often it's like a detective story. You start off with a problem. You don't know what the answer is. You look for clues. And you get an idea of what direction to go in. And maybe at the end of it, you think you know the answer. And then you check it to see if it's actually really the right answer. For me, if physics were a piece of art, it would be a bit like a symphony orchestra playing. Only you don't hear the symphony orchestra, you just hear the double basses. And what you're trying to do is trying to work out what the rest of the instruments are playing, just based on the little bit that you hear.
changing your mind, changing my mind is part of being a scientist. You do it all the time. It's changing my mind is part of being a scientist. You start off with a hypothesis, with an idea, but then evidence might come along that doesn't agree with that idea, and you have no choice but to change your mind. And that's when it's fun, when you have a surprise, and you're forced to rethink your preconceptions.